3 ans hyper intense puisque la boîte était vraiment en pleine croissance. Donc, j'ai vécu 2 fois plus de choses que ce que j'ai vécu en 7 ans dans mon ancienne boîte. Puis, à un moment donné, je me suis quand même dit, c'est cool ce que je fais. Ouais. Et ce que je fais, c'est pas pour moi dans le sens où c'est pas ma boîte. Et il y a eu cette petite question assez sournoise qui a pointé dans ma tête en me disant, qu'est-ce que tu apportes? Puis, j'avais toujours cette idée quand même de me dire, le digital, il va y avoir une fin. C'est un CDD que tu as signé avec ta carrière, c'est pas un CDI. Le quotidien me pesait, le travail me pesait aussi. Enfin, je voyais pas d'échappatoire en fait. C'est vraiment arrivé à un stade où je savais plus qui j'étais, je savais plus ce que je voulais. J'avais juste envie, en gros, fallait que je reparte de zéro. J'ai accepté le fait que j'étais en train de changer, que j'avais envie de changer. Il fallait que je change et c'est pas évident. J'avais tout construit pour que ça marche comme ça et au final, au moment où c'est censé bien marcher, non, ça marche plus. J'ai assez terrorisée parce que j'avais peur qu'ils soient déçus, j'avais peur qu'ils comprennent pas mon choix parce que pour eux j'avais réuni entre guillemets toute la checklist de la réussite. J'avais de quoi être heureuse, tu vois. Pourquoi est-ce que j'allais casser tout ça pour un projet qui est sûr de rien. Il faut pas qu'on attende que les autres prennent la décision pour nous quand on a cette petite voix qui nous parle. C'est un moment difficile que j'ai vécu. Il y a plein de choses qui me resserviront demain et qui me permettront de mieux vivre ma vie. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je te souhaite la bienvenue dans Pourquoi pas moi en chemin. Ils ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Je t'invite à suivre le changement de vie de personnes exceptionnelles qui sont passées à l'action et sont en pleine sortie de leur zone de confort. Nous suivrons leur avancement, leurs peurs, leurs doutes, leurs réjouissances et le rôle de leur entourage. J'aurai le plaisir de les interviewer tout au long de ce fabuleux chemin grâce à un épisode trimestriel où vous pourrez leur poser toutes vos questions. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co. En attendant, je vous propose un nouvel épisode de Pourquoi pas moi en chemin. Tout d'abord, un immense merci pour l'accueil que vous avez réservé à ce nouveau format. Comme je vous le disais dans l'épisode de France, l'idée est de vous proposer des personnalités et parcours variés avec des états d'avancement de projets différents. Le retour à Paris n'étant clairement pas prévu pour tout de suite, c'est reparti pour un nouvel interview à distance. Je dois vous avouer que ça m'avait manqué. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter Aline. J'ai eu le plaisir de travailler avec elle et quand j'ai appris qu'elle était en train de changer de vie, évidemment, je ne rêvais que d'une chose, l'interviewer. Aline a 32 ans. Après 7 années passées dans le digital à Lille, des signes lui ont fait dire que cette vie n'était plus faite pour elle. Après un voyage et une très belle rencontre, c'est décidé. Elle va écouter sa petite voix et réaliser son rêve. Ouvrir un salon de thé où on pourra acheter des livres d'occasion. Aline est en pleine recherche d'un lieu et a quitté son CDI. Bienvenue dans l'univers d'Aline Bunel. Bonjour Aline. Bonjour Charlotte. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te représenter, s'il te plaît? Oui, alors c'est un livre. C'est le premier tome d'une saga de fantasy qui a été écrite par Robin Hobb. Et ce livre, en tout cas le livre en règle générale, c'est quelque chose qui est très important pour moi et qui me représente pleinement puisque je suis une grosse fanat de livres. Je crois que aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu un livre à la main. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose qui me définit complètement, qui me définit pleinement. Les livres m'ont toujours suivi tout au long de ma vie. Depuis toute petite, ouais. J'ai des souvenirs, enfin j'ai pas de souvenirs, mais j'ai ma mère qui me raconte toujours avec beaucoup de tendresse que quand j'étais petite, le rituel de l'histoire du soir, c'était, on pouvait pas y couper et que je connaissais même les histoires par cœur, que c'était moi qui racontais les histoires. Donc ouais, depuis toute petite, les livres c'est mon truc et j'adore ça. Ça me permet de m'évader, ça me permet de découvrir plein de choses. Enfin, grosse consommatrice de livres. Et celui-là, il a un petit truc en plus puisque c'est au travers de ce livre-là que j'ai découvert la fantasy, qui est un univers extrêmement riche et extrêmement intéressant, et que j'ai découvert cette autrice qui s'appelle Robin Hobb et qui m'a suivie au final limite toute ma vie, puisque ce premier livre-là, je l'ai eu, j'avais 12-13 ans, et le dernier que j'ai lu, c'était l'année dernière. Donc j'ai suivi en fait toute sa saga sur les 20 dernières années. Et ouais, du coup, c'est le livre qui m'a fait découvrir la fantasy, un univers que j'adore absolument, qui est plein. C'est quoi la fantasy ?
Alors, la fantasy, tu connais peut-être Game of Thrones, Ouais. Le Seigneur des Anneaux, c'est ce genre-là, en fait. Généralement, ça se passe dans un univers un peu médiéval que tu sais pas trop dater. Il y a un peu de magie, il peut y avoir d'autres personnes qui sont pas forcément humaines, comme des elfes, comme des nains, ce genre D'accord. de choses. Enfin, et souvent, c'est un univers aussi où tu retrouves les mêmes trames avec un personnage qui est l'élu d'une quête, qui ne le sait pas lui forcément, qui va devoir Donc, tu as changer une de espèce monde. d'intrigue. Voilà, c'est ça. Et après, il y a plein d'autres intrigues qui peuvent se développer autour. Souvent, il y a des intrigues politiques, des histoires de famille et autres. Après, il y a beaucoup de sous-genres dans la fantasy. Mais ouais, c'est des univers toujours hyper riches et qui m'ont toujours permis de m'évader. Ce que j'aime beaucoup dans la lecture, c'est de pouvoir complètement m'évader de mon quotidien, rêver à des univers, à des mondes, à des choses complètement différentes. Donc voilà, c'est ce qui m'a fait tomber dans la fantasy étant ado. D'accord. Et du coup, tu disais donc petite, donc tu étais une petite fille qui aimait beaucoup lire. Ouais. Qu'est-ce qui te caractérisait également? J'étais une petite fille assez indépendante, assez solitaire, et du coup les livres ça m'allait bien puisque c'était mon univers, je me créais mon univers. J'étais une petite fille qui avait beaucoup de caractère aussi, qui savait ce qu'elle voulait, qui se laissait pas marcher sur les pieds. Enfin ça c'est c'est aussi quelque chose qui me suivit et qui me suit toujours. Et voilà, ouais, j'étais bonne élève aussi, j'étais plutôt bonne élève. C'était quoi tes matières préférées à l'école? Eh ben c'est tout ce qui était français et rédaction. Ouais. Vraiment, j'adorais ça et ça m'a suivi parce que j'ai fait un bac ensuite littéraire. Mais ouais, j'aimais bien les maths aussi, mais j'ai perdu depuis. Mais ouais, vraiment, tout ce qui était français, rédaction, devoir écrire, utiliser son imagination. J'avais beaucoup d'imagination quand j'étais petite. Et ouais, tout ça, c'était des choses qui m'intéressaient beaucoup. Du coup, de l'imagination surtout au niveau littéraire ou aussi créative, manuelle? Alors, je suis pas du tout manuelle pour le coup. Non? Non, je suis absolument nulle. J'ai pas la main verte. Je suis incapable de faire, quand j'étais petite, incapable de faire un collier ou du macramé. Tout ça, c'est pas du tout mon truc. Donc, non, vraiment, plus imaginaire, livre, écriture, ce genre de choses, oui. Mais non, sinon pas du tout manuel pour dessous. À part la cuisine, qui est ma Ouais. deuxième grande passion dans la vie. Cuisine et pâtisserie, ça, oui. Beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité et là, je suis capable de me servir de mes 10 doigts quand il Ouais. s'agit de faire un gâteau. Et voilà, c'est la seule chose que je sais faire. Sachant que du coup, toi, tu as grandi dans la... Non, t'es née à Reims, il me Oui, semble. ouais, tout à fait. Je suis née à Reims. J'ai grandi dans un petit village à côté de 550 âmes. Donc, j'ai grandi à la campagne. Mes parents, qui eux étaient citadins, quand ils ont eu des enfants, ont voulu nous offrir une vie à la campagne plus calme et autres. Donc, j'ai grandi dans ce petit village. J'ai commencé mes études sur Reims et puis ensuite j'ai fini sur Lille. Ouais. Et je suis tombée amoureuse de Lille, donc je suis restée sur Lille. Tombée amoureuse d'un homme et de la ville. Oui, alors d'abord de la ville et ensuite effectivement d'un homme qui fait qu'aujourd'hui je suis lilloise de cœur. Et justement, dans tes études, tu as fait donc une université à Reims. C'était un DUT GEA, donc de gestion entreprise et administration. À Ouais. cette époque-là, et même petite, tu te disais, ça sera quoi C'était quoi ton rêve déjà d'enfant? En disant, Alors ça sera quoi? mon rêve d'enfant, c'était de travailler avec les livres, dans les livres. Enfin, je voulais vraiment faire quelque chose de ça parce que c'était ma grande passion et je voulais travailler dans l'édition. C'était un domaine qui me plaisait. Et puis, bon, quand j'en parlais à mon entourage, les gens me disaient, ah, tu sais, c'est un métier un peu bouché, c'est un peu compliqué, etc. Donc finalement, j'ai laissé tomber un peu le sujet. Et après, quand il a fallu choisir ce que je voulais faire de ma vie à 16 ou 17 ans, après le bac, bah, je t'avoue, j'avais d'autres priorités que de réfléchir à ce que j'allais faire toute ma vie. Donc, j'ai fait un peu mes études au final, au feeling, avec ce que j'avais envie de faire au moment où j'avais envie de le faire, sans forcément réfléchir à ce que j'allais faire le restant de ma vie. Du coup, après, j'ai choisi mon bac littéraire parce que, bah, par affinité, complètement, Ouais. j'étais comme un poisson dans l'eau quand il s'agissait de livres, de littérature et autres. Donc, c'était logique. Et après mon bac, j'ai fait un peu par élimination.
C'est-à-dire que la fac, j'étais pas très motivée par la fac puisque c'était un diplôme très générique, une licence et autres. Je savais pas trop quoi faire après. Donc, j'étais pas trop intéressée par la fac. École de commerce, ça me branchait pas non plus. C'était pas trop... ça m'intéressait pas spécialement. Et puis, c'était beaucoup d'années d'études. C'était quelque chose qui était assez cher aussi. Et j'avais pas forcément envie que mes parents financent 5 ans d'études assez cher. Et donc, du coup, je cherchais quelque chose de diplômant assez rapidement et quelque chose d'assez concret pour pouvoir essayer de me projeter un peu parce que je savais pas trop ce que j'allais faire. Donc, j'ai trouvé un DUT, donc le fameux DUT Gestion des entreprises et des administrations, qui était du coup un DUT qui se fait en 2 ans. Ouais. Qui était assez concret puisqu'il y avait beaucoup de matières qui permettaient ensuite de rentrer dans la vie active. Il y avait de la compta, il y avait un peu d'éco, il y avait un peu de gestion financière et autres, il y avait un peu de marketing. Enfin, en gros, le DUT... C'est assez généraliste. Ouais, mais c'était aussi assez concret parce que l'idée du DUT, c'était qu'après ce DUT-là, tu étais capable soit de monter une petite structure, soit d'intégrer une petite structure et tu avais les bases pour toucher un peu à tout. Donc ça m'intéressait plutôt. À ce moment-là, tu te disais, un jour, j'aimerais monter mon entreprise? Ben, au final, je l'ai fait en mode, ça mange pas de pain. C'est-à-dire que si jamais un jour j'ai l'idée, pourquoi pas? Tu vois, au moins j'aurais les bases. À cette époque-là, je me disais pas vraiment que j'allais monter mon entreprise, mais je me suis dit bon, si jamais un jour ça marchera, quoi. Ouais. J'aurai les bases. Bon, faudra quand même que je revienne un peu, mais j'aurai les bases. Donc ouais, c'était plus par élimination et puis parce que je voulais quelque chose de concret. Et puis surtout dans cette formation-là, en 2e année, on me proposait un stage assez long de 2-3 mois, je crois, qui te permettait aussi d'avoir un premier pied dans une entreprise et puis de voir ce que ça allait donner. Pour le coup, j'ai fait un stage en banque, donc ça m'a permis de savoir que la banque n'était pas faite pour moi. Pourquoi ? Parce que c'était pas... J'ai fait des choses qui ne m'intéressaient pas forcément. Il y avait beaucoup de phoning. J'étais pas du tout à l'aise. Il fallait appeler les gens pour leur vendre des produits et enfin, j'étais pas du tout à l'aise avec ça. J'étais pas non plus forcément à l'aise avec l'accueil voilà. Enfin, régler des problèmes d'argent, c'est quand même assez intime. On rentre dans la vie privée. Enfin, on rentre très très fort dans la vie privée des gens et j'étais pas du tout à l'aise avec ça et pas non plus à l'aise avec l'idée au final que quand on travaille en banque, on a quand même un gros rôle commercial, donc on a des objectifs d'ouvrir autant de comptes, avoir autant de crédits et tout. Donc j'étais pas du tout, du tout à l'aise avec l'idée, avec le truc. Donc voilà, ce stage m'a moins permis de me dire que c'était pas ce que je voulais faire. Ouais. Et une petite parenthèse, tes parents ils faisaient quoi ou ils font quoi comme métier ? Alors, mon père aujourd'hui est retraité et il a travaillé toute sa vie dans l'automobile et il était responsable après-vente d'un garage automobile d'une grande marque de luxe. Donc, il s'occupait au final de tout ce qui est après la vente d'une voiture. Donc, il avait la gestion de tout l'atelier et voilà, tout ce qui est réparation et autres. Et ma mère, elle a eu 1000 vies professionnelles. À la base, elle a une formation dans le textile, donc elle a commencé dans le textile. Après, elle m'a eu moi, elle a eu mon frère. Après la naissance de mon frère, elle a décidé de s'occuper à plein temps de son job de maman. Vous avez combien d'années d'écart avec ton frère ? On a 2 ans et demi. Et donc après, elle a passé quelques années à s'occuper de nous, ce qui fait qu'on a eu une vie très agréable puisque ma maman m'emmenait à l'école, elle venait me rechercher, je mangeais chez le midi. Enfin, pour le coup, pour mon frère et moi, c'était très très confort. Ouais. Et du coup, quand elle a voulu retravailler, entre-temps, l'industrie du textile sur Reims s'est complètement effondrée. Il y a une grosse partie de délocalisation. Donc, elle a changé de travail. Elle est devenue assistante maternelle. Elle a fait ça pendant quelques années. Et après, elle a rechangé plusieurs fois. Et là, aujourd'hui, elle travaille dans les vignes. Parce que du coup, Reims, c'est le berceau du Champagne. Donc, j'ai grandi entourée de vignes et donc elle travaille pour un vigneron qui lui a des vignes et elle s'occupe de l'entretien des vignes. Donc, elle a été entre guillemets auto-entrepreneuse en tant qu'assistante maternelle. Oui, effectivement. Ouais. Elle a travaillé pendant de nombreuses années à son compte en tant qu'assistante maternelle. D'accord. Donc, du coup, quand tu leur as dit « je veux faire un DUT », tes parents, comment ils t'ont regardé ? En fait, mes parents voulaient que...
voyaient que j'avais les capacités pour faire des études et ont tout fait pour que je puisse faire des études. Donc, DUT, licence, école de commerce, ils s'en fichaient un peu. Ils voulaient que je fasse quelque chose qui me plaise. Ouais. Et du coup, le DUT, pourquoi pas, c'était moi qui avais choisi d'aller dans cette branche-là, de faire des études supérieures. Donc, ils étaient plutôt contents. De toute façon, je savais pas trop ce que j'allais faire, mais bon, c'était des études, ça marchait bien au lycée, donc ça marcherait bien au DUT. Donc au final, ils m'ont pas spécialement posé de questions. Et c'est vrai que j'ai eu la chance aussi que mes parents ne m'aient jamais forcée à suivre une voie ou une autre. J'ai eu des copines qui ont été obligées de faire un bac S parce que leurs parents étaient scientifiques à faire un bac S. Moi, non, mes parents m'ont toujours m'ont laissé choisir ce que je voulais faire. Donc oui, ils ont pris la chose très bien. Ça leur allait bien. Il n'y avait pas de problème particulier. Et donc après, tu as fait un IUT licence pro e-commerce marketing. Oui, tout à fait. Donc après mon DUT en gestion des entreprises et des administrations, donc je savais que je ne voulais pas travailler dans une banque. Ouais. Mais à part ça, je savais pas grand-chose. Et le domaine du web m'intéressait. À cette époque-là, on commençait à avoir des métiers naître autour du digital. Il commençait à y avoir pas mal d'agences digitales qui se créent, qui se montent. Et ça m'intéressait. Et puis surtout sur Reims, je savais voilà, il n'y avait pas grand-chose qui me branchait d'autre comme filière. Donc, je suis partie sur Lille pour faire cette licence pro, donc qui était un an supplémentaire par rapport à mon DUT. Et là, l'idée, c'était la même chose. Au final, je voulais quelque chose qui allait me permettre d'être professionnelle assez rapidement. Ouais. Je voulais pas forcément faire encore beaucoup d'années d'études. Du coup, j'ai fait cette licence pro-là qui était dans le web, qui me permettait aussi de faire un long stage en entreprise. Donc, j'ai découvert le milieu du digital dans une agence qui faisait la création de sites web. Et puis, ça me plaisait bien. C'était sympa, la licence était cool, j'apprenais plein de choses et voilà. Et du coup, j'ai décidé d'en faire mon métier et en tout cas de travailler dans le digital. Et donc, suite à cette licence-là, j'avais la possibilité soit de continuer en master, soit d'arrêter mes études. Et j'ai pris la décision à cette époque d'arrêter mes études après ma licence parce que à cette époque, on était dans une période où le web était très prospère. Il y avait beaucoup d'agences qui se montaient, qui se créaient, donc il y avait beaucoup d'emplois. Et du coup, je voulais profiter de cette vague-là pour pouvoir trouver du travail tout de suite parce que j'en avais un peu marre des études. Enfin voilà, même si j'étais bonne élève, j'avais pas envie d'y passer encore quelques années. Ok. Là, ça a été un peu le drame avec mes parents. Ouais. Puisque mes parents auraient aimé que je fasse 5 ans d'études parce que ça commençait à être un peu la norme d'avoir un bac plus 5 pour ensuite pouvoir rentrer dans une entreprise, avoir un bon niveau de salaire, etc. Donc c'est premier petit clash avec mes parents où il a fallu que je leur fasse comprendre que non, en fait moi je voulais arrêter mes études et que oui je trouverais quand même du travail et que je sais ce qui se passe aujourd'hui sur le milieu du travail, je sais pas ce qui se passera 2 ans après. Donc c'était un peu une période un peu difficile, mais j'ai tenu bon et j'ai trouvé. J'ai fini ma licence en juin et au final, je suis restée 6 mois au chômage puisque j'ai retrouvé en juillet, enfin un peu plus. Ouais. J'ai retrouvé en janvier de l'année d'après. Ouais, du coup, pendant 6 mois, t'avais la pression de tes parents en mode. Pendant 6 mois un peu compliqué, quoi. 6 mois où je suis retournée vivre chez mes parents parce que du coup, je finissais ma licence sur Lille, j'avais un appartement sur Lille, mais bon, comme j'avais décidé de trouver du boulot, j'ai quitté mon appart, je suis retournée chez mes parents, cherchais en même temps du travail, donc mes parents m'ont dit bah voilà, tu veux travailler maintenant, tu travailles, donc tu te débrouilles. J'ai fait quelques petits jobs pour patienter, je travaillais un peu à droite à gauche, quelques missions d'intérim, mais moi ce que je voulais c'était travailler dans le web et surtout ce que je voulais c'était retourner sur Lille parce que déjà là j'avais vraiment adoré mon année que j'avais passée sur Lille, j'avais rencontré des amis et tout, enfin, j'aimais beaucoup le Nord, j'aimais beaucoup la façon de vivre des gens, la convivialité, tout ça. Enfin, c'était des choses que j'aimais beaucoup. Donc, je voulais travailler sur Lille. Donc, je cherchais sur Lille. Et du coup, en janvier, j'ai trouvé mon premier job, qui sera mon job pendant 7 ans. Et je rejoins une entreprise qui a créé un logiciel qui permet de faire de l'envoi de campagnes d'email et SMS.
Donc, était une boîte roubaisienne. Et au moment où j'arrive, elle se fait racheter par un grand groupe anglais. Donc, beaucoup de recrutement, beaucoup de nouvelles personnes qui arrivent et je fais partie de ces vagues-là. Et j'y reste longtemps. Je pensais pas y rester 7 ans. Non. Mais du coup, pendant les 7 ans, donc, tu étais senior, à la fin, tu étais senior campaign manager, donc tu gérais les campagnes des clients. Ouais, tout à fait. En fait, je gérais, donc j'avais une grosse partie opérationnelle dans mon job où je gérais des campagnes d'email et d'SMS, que ce soit des campagnes one-shot ou des triggers et autres. Et j'avais aussi une partie dans mon job de stratégie, de consulting auprès de mon portefeuille de clients. Donc, j'étais sur un portefeuille assez grand compte et l'idée, c'était de les conseiller sur leur stratégie email et SMS à long terme. Comment ça se fait? Parce que donc, tu y es resté plus de 7 ans, c'est énorme dans le digital. C'est énorme dans le digital, c'est énorme alors que j'avais 21 ans quand j'ai commencé à travailler. Donc, c'était. Comment ça se fait que tu sois resté aussi longtemps? Il y a plusieurs raisons. Disons que c'était mon premier job et c'était hyper formateur. Et j'ai vraiment aimé ce que j'ai fait on va dire les 5 premières années de mon job. J'apprenais beaucoup de choses. Le produit évoluait aussi, l'équipe grossissait. Il y a eu beaucoup de réorganisation et autres. Mes missions, alors changeaient pas tout le temps, mais disons que mon portefeuille client changeait. Donc, j'ai toujours motivée, intéressée et j'apprenais beaucoup. Donc ça, c'était les 3-5 premières années. Puis après, au bout de 5 ans, j'ai commencé à m'essouffler. Les changements successifs d'organisation, de stratégie, tout, j'étais plus vraiment dedans. Et en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à me dire qu'au final, le web, c'était hyper intéressant, le digital, c'était super intéressant, mais je me voyais pas faire ça toute ma vie. Je me voyais pas faire ça toute ma vie parce que pour moi, au final, bosser dans les nouvelles technologies, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, c'est comme ça. Il fallait être jeune, il fallait kiffer les nouvelles technologies, il fallait être toujours à la pointe et tout. Et je me voyais pas, tu vois, à 50 ans, bosser dans une agence digitale, être directrice de projet. En même temps, on n'en voit pas beaucoup, hein. Non, on n'en voyait pas à cette époque-là, puisque c'était quand même un métier assez récent. Donc je m'étais toujours dit qu'au final, cette carrière-là aurait une fin à un moment donné. Et dans ta tête, tu savais, tu avais des idées de te dire, peut-être qu'un jour, je ferai ça? Eh ben, à ce moment-là, oui. En fait, à ce moment-là, il y a une idée qui a commencé à germer dans ma tête, puisque ma passion principale, c'est vraiment tout ce qui est autour du livre, les livres, la lecture, etc. Et la pâtisserie également. Et en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, j'aimerais faire un truc, tu vois, qui rassemble mes passions. J'aimerais être vraiment passionnée par le métier que je fais et que ce soit pas juste parce que c'est tombé là à ce moment-là. Et donc, j'ai commencé à avoir cette petite idée qui a germé dans ma tête en me disant, qu'est-ce que je pourrais faire qui va allier livre et pâtisserie. Et j'ai eu ce début d'idée en me disant, j'aimerais créer un lieu de vie qui rassemble ça, qui rassemble les livres, qui rassemble la pâtisserie, que ce soit un endroit convivial, un endroit où tu viens acheter des livres, tu viens lire un livre, tu viens manger un truc. Enfin voilà, j'avais envie de créer ça à ce moment-là. Donc ça, c'était quand ? Ça, c'était, alors j'ai pas l'année en tête, c'était il y a 4-5 ans. Il y a 4-5 ans, il y a même plus que ça. Il y a 5-6 ans. D'accord. C'était avant d'avoir quitté cette première boîte. C'était avant d'avoir quitté cette première boîte. Là, ça faisait 5 ans que j'étais dans ma première boîte. D'accord. J'ai commencé à avoir cette idée-là, puis j'ai commencé à me renseigner. À l'époque, je voulais le monter toute seule. Donc, le monter toute seule, ça voulait dire refaire une formation, avoir un CAP en pâtisserie. Ça voulait dire principalement ça. Donc, j'avais commencé à me renseigner ce que ça impliquait. Donc, je m'étais renseignée pour reprendre mes études. Je m'étais renseignée pour faire un CIF, donc un congé individuel de formation. J'avais passé un entretien dans une école pour la pâtisserie et tout. Donc, j'avais commencé. Ça avait bien avancé, j'ai commencé à tâter le terrain. Mais en même temps, j'étais pas complètement sereine avec l'idée. Parce que à cette époque-là, choisir cette voie-là, d'entreprendre, c'était renoncer à beaucoup de choses et j'étais pas prête à renoncer à C'était renoncer à quoi, du coup ? C'était renoncer
À mon indépendance financière, puisque j'aurais dû retourner sur les bancs de l'école, j'aurais pas eu le même niveau de vie. À l'époque, ça faisait 1 an ou 2 ans que j'étais avec mon copain, on vivait pas forcément encore ensemble. Voilà, du coup, j'avais une indépendance financière qui m'allait bien. Ça voulait dire aussi renoncer à plein de voyages que j'avais en tête, parce que je savais que en commençant ce projet-là, qui était un gros projet, un vrai projet de vie, j'allais changer de vie, j'allais pas avoir les mêmes congés, j'allais pas avoir les mêmes moyens, etc. Donc j'allais renoncer à ça. C'est aussi potentiellement renoncer à l'achat d'un bien immobilier, parce que j'avais envie d'acheter un appart, une maison ou autre. Donc voilà, c'était renoncer, tu vois, à beaucoup de choses. Ouais. Et j'étais assez jeune, parce que j'avais 25, 26 ans. C'était il y a 5 ans, du coup, j'ai compté entre-temps en regardant les dates. Donc du coup j'étais pas prête. J'avais l'idée, mais j'étais pas encore prête. C'était une petite graine qui a germé au fur et à mesure. Exactement. C'est une petite graine qui était là, mais voilà, il y avait trop de renoncements. J'étais pas encore prête à faire ça. Puis c'était aussi imposer à mon copain ce choix de vie, puisque après, c'était aussi une vie à deux, des projets, des voyages et tout à deux qu'il aurait fallu qu'on restreigne. Donc j'étais pas prête à ça à ce moment-là. J'avais encore envie de profiter de plein de choses et j'étais bien au final au statut de salarié. Du coup, donc cette réflexion-là, ça m'a quand même pris 6-8 mois. Ouais. Je me suis dit, bon, je suis pas prête. Dans ce cas-là, si vraiment dans mon premier job ça me convient plus, autant que je change de boîte. Ouais. Et ça, t'en as parlé autour de toi, à ton entourage de cette idée, de ce projet? Oui, j'avais commencé à en parler. J'en parlais à mon copain, j'en avais parlé à mes amis, j'en avais pas trop parlé à mes parents parce que je voulais être sûre de moi si vraiment j'annonçais ce changement à mes parents. Donc j'avais commencé à en parler et les gens trouvaient l'idée cool, que ça me ressemblait plutôt, mais c'est vrai qu'après voilà, il y avait plein de choses à faire, plein de sacrifices à faire et voilà, j'étais pas prête, mais l'idée était plutôt bien perçue. Ouais. Et voilà, donc du coup l'idée est dans ma tête, mais j'ai pas le courage de le faire. Donc je me dis peut-être que au final le job me convient bien, mais peut-être que c'est l'entreprise qui me convient plus. Ouais. Et il est peut-être temps pour moi que je change. Donc là ça fait presque 6 ans que je suis en poste. Et puis les mois passent et j'ai 2 de mes collègues qui partent dans une start-up lilloise qui change de job. C'était c'est des collègues avec qui je m'entendais hyper bien. On travaillait très très souvent ensemble. Et puis je me dis là où ils vont, pourquoi pas, tu vois, là où ils vont, on travaillait très bien ensemble, j'avais confiance en eux, je me dis peut-être que voilà, c'est aussi le moment pour moi de changer. Et dans l'entreprise où ils vont, je postule, j'envoie une candidature spontanée. Ça tombe bien parce qu'en fait ils cherchent un chef de projet. Ouais. La boîte était toute petite à l'époque. Ouais, la boîte était toute petite puisque quand j'arrive dans cette boîte-là, on est 20. Ouais. Je suis la première chef de projet. Et donc, ils cherchent un chef de projet pour pouvoir mettre en place la solution qu'ils commercialisent. Donc, il y a une solution de feedback management. Donc, le feedback management, c'est l'écoute des clients. Oui, voilà, tout à fait. Simple. La mesure de satisfaction, l'écoute client et le conversationnel. Ouais. Et donc, ils cherchent effectivement un profil pour pouvoir accompagner leurs clients dans la mise en place de cet outil. Et j'adhère beaucoup au concept, à l'idée. Je trouve ça vraiment sympa. Ça me change de l'email et du SMS, même si j'aimais bien mon job, mais après. Je choisis pas toujours avec les clients avec lesquels je travaille et travailler avec des clients qui font bancaire, le crédit, tout ça, j'étais pas toujours. La banque, c'est pas ton truc. Non, ça peut être donc j'étais pas toujours à l'aise. Et là, j'aimais bien l'idée, de remettre. C'est un produit qui permettait de remettre le client au centre des stratégies, d'écouter le client, de mettre en place des choses pour améliorer la satisfaction du client. Donc, j'étais plutôt. Avec la double casquette du coup du client, toi en relation directe avec les clients de cette entreprise, et tu aidais les clients les clients finaux, les consommateurs à s'exprimer. Ouais. Voilà. Donc je trouvais vraiment l'idée géniale et je me suis dit voilà, allez, on y va. Et donc j'arrive dans cette structure, on est 20. Donc première chef de projet, tout à faire.
Ce qui me change beaucoup aussi de mon précédent job qui était devenu une espèce de paquebot où voilà, les choses étaient quand même très structurées pour faire bouger le petit doigt d'une personne. Fallait en parler à 50, enfin bref, très frustrée de pas voir les choses bouger, de pas voir mon poste évoluer et autres. Donc là, j'arrive et il y a tout à faire. Et j'ai la chance que les cofondateurs me laissent carte blanche sur la façon de gérer mes clients. Et ça, j'adore, puisque ça me permet de vraiment faire ce que je veux, de mettre aussi mon expertise de gestion de projet, de gestion de client en main, en place, enfin voilà, de faire vraiment tout ce que je veux et de prouver que je peux y arriver. Et donc, je passe 3 ans, enfin presque 4, hyper intenses. À monter une méthode, un process autre pour bien accompagner nos clients dans la mise en place de notre produit. Et puis à un moment donné, donc au bout d'1 an, l'entreprise grossit de plus en plus. On a beaucoup de nouveaux clients, puis on a aussi des clients existants qu'il faut continuer à accompagner parce que c'est une boîte en pleine croissance. Complètement. C'est une boîte en pleine croissance et puis les clients, on continue à les accompagner dans l'utilisation de l'outil. On fait pas juste la mise en place. Donc, je commençais à avoir beaucoup de choses à faire. Et donc, on décide de recruter de nouveaux chefs de projet et de scinder l'expertise en 2 avec des gens qui vont s'occuper que de la mise en place de l'outil et des gens qui vont s'occuper que du suivi des clients. Donc, moi, je me spécialise sur le déploiement puisque c'est ce que j'ai fait le plus au final pendant cette année. Je commence. Et c'est ce qui te plaisait le plus ? Ouais. Pour le coup, c'est ce qui me plaisait le plus. J'aimais beaucoup parce qu'on répondait à pas mal de problématiques et il y avait une vraie conduite du changement à faire avec nos clients, les accompagner pas que dans la mise en place de l'outil au final, mais aussi dans les réflexions qu'ils vont avoir autour de la satisfaction client, ce que ça représente pour eux, ce qu'ils vont devoir mettre en place pour que le projet prenne à toutes les strates de l'entreprise. Et ça, c'était hyper intéressant puisque même si les problématiques étaient sensiblement les mêmes, on y répondait pas du tout de la même façon en fonction des réseaux qu'il y avait en face de nous, en fonction des valeurs que les gens défendaient et autres. Donc, c'était hyper intéressant. C'était vraiment hyper intéressant et j'aimais bien, au final, m'occuper de tout ce qui était mis en place. Et ça me dérangeait pas trop de laisser le suivi à d'autres personnes puisque j'avais fait le plus gros et j'avais fait ce qui m'intéressait. Et donc du coup, j'ai passé 3 ans hyper intenses puisque la boîte était vraiment en pleine croissance. Quand je l'ai quittée, ils étaient presque 100. Quand je suis arrivée, on était 20. Donc j'ai vécu en 3 ans 2 fois plus de choses que ce que j'ai vécu en 7 ans dans mon ancienne boîte. Donc c'était hyper intense. Je me suis aussi beaucoup investie parce que ça fait partie de mon caractère. Quand je fais quelque chose, je le fais à fond avec passion et je m'étais beaucoup investie. Et j'adorais ce que je faisais. Donc c'était canon. Et puis à un moment donné, je me suis quand même dit, c'est cool ce que je fais. Et ce que je fais, c'est pas pour moi dans le sens où c'est pas ma boîte. Et même si j'adorais mon job, j'avais un rythme qui était quand même assez soutenu. Je commençais à fatiguer et voilà, j'avais cette petite idée de c'est pas ma boîte, c'est pour moi. Tu bossais un peu comme si c'était ta boîte, mais c'était pas ta boîte. J'avais l'impression en tout cas de m'investir comme si c'était ma boîte, mais c'était pas la mienne. Et voilà, donc là on est fin 2018, début 2019. Et avec cette réflexion-là, on vient d'autres un peu plus personnelles. Et début 2019 a été pour moi quelque chose de très compliqué. Donc j'ai une période vraiment compliquée émotionnellement, psychologiquement. J'ai remis pas mal de choses en question au final, tant pro que perso. C'était les grandes remises en question. Il y a eu un élément déclencheur pour ça ? J'étais fatiguée au final. Je m'étais quand même donné corps et âme pendant plusieurs années. J'étais fatiguée et il y a eu cette petite question assez sournoise qui a pointé dans ma tête en me disant qu'est-ce que tu apportes, qu'est-ce que tu fais au final, qu'est-ce que tu apportes. Puis j'avais toujours cette idée quand même de me dire le digital il va y avoir une fin, tu vois. C'est pas pour toujours. Voilà, ta carrière, c'est un CDD que tu as signé avec ta carrière, c'est pas un CDI. Donc, Et quand tu dis qu'est-ce que tu apportes, c'est qu'est-ce que tu apportes à cette entreprise ou qu'est-ce que tu apportes au monde entre guillemets ?
C'est plutôt qu'est-ce que tu apportes aux gens, au monde, De façon plus large, quoi. De façon plus large. Alors après, oui, qu'est-ce que j'apporte aussi à l'entreprise, puisque j'avais fait plein de choses en 3 ans, mais au final, j'arrivais aussi un peu aux limites de ce que moi je considérais comme étant capable d'apporter. Et je commençais un peu à me sentir pas comme un imposteur, mais presque, en me disant là t'arrives au bout, t'as plus trop d'idées, qu'est-ce que tu leur apportes. C'est un moment où du coup t'as eu le fameux syndrome de l'imposteur, où en fait tout le monde pense que t'es à ta place, mais toi t'as pas l'impression d'être à ta place. J'avais pas du tout. J'ai vécu une grosse période où j'avais pas du tout l'impression d'être à ma place. D'accord. Je me sentais pas à l'aise. J'avais l'impression d'être entourée de gens absolument formidables, mais moi de pas faire partie de ça. Et voilà, j'ai l'impression d'être l'illusion totale dans ce truc. Je me dis, mais le jour où ils vont s'en rendre compte, qu'est-ce que ça va donner. Moi je me sentais pas, même si les gens me rassuraient en me disant que si j'étais un élément important, j'apportais beaucoup. Enfin, moi je le sentais pas. Mais comme ça. Ouais, tu l'entendais pas ainsi, quoi. Non, je l'entendais plus, j'entendais pas comme ça, je me sentais vraiment pas bien. J'avais apporté quelque chose, quelque chose qui a duré dans le temps, et j'arrivais plus à me renouveler, plus à trouver le truc pour améliorer la façon dont on accompagne nos clients, etc. Enfin, je me sentais peut-être aussi d'être fière de toi, en fait. Oui, j'étais plus fière de moi. Plus fière de ce que je faisais, et j'étais arrivée à un point en me disant, mais qu'est-ce que t'apportes en règle générale. D'accord. Une grosse remise en question professionnelle, grosse remise en question personnelle aussi, puisque j'étais au bout, j'étais fatiguée, j'en avais marre de ce quotidien, j'en avais marre d'à peu près tout. J'essayais de m'évader, de m'échapper un maximum. Donc un début d'année 2019 vraiment compliqué psychologiquement. J'étais arrivée au bout. C'était soit j'envoyais tout balader, soit je commençais un travail sur moi, mais c'était pas c'était très 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 compliqué. Et mon copain aussi a subi pendant. C'est la question que j'allais te poser par rapport à ton entourage. Comment ils ont vécu ça? Ils l'ont vécu. Alors, c'est vrai qu'ils me reconnaissaient un peu moins, puisque j'étais toujours fatiguée. J'étais jamais chez moi. Il fallait toujours que je fasse plein de choses en dehors. Tu sais, un peu comme si c'était un peu pour combler ou pour essayer de. La peur du vide, quoi. La peur de se poser les bonnes questions. Exactement. Il fallait toujours que je sois en mouvement pour pas trop me poser ces questions-là. Je vois bien. Ça me parle. Ça me parle bien. Et puis en même temps, le quotidien me pesait, le travail me pesait aussi. Enfin, je voyais pas d'échappatoire, en fait. Et du coup, oui, mon entourage a un peu subi. Alors beaucoup mon copain, malheureusement pour lui, puisque quand je disais je remettais tout en question, je remettais tout en question aussi sur le plan personnel. Enfin, j'étais vraiment arrivée à un stade où je savais plus qui j'étais, je savais plus ce que je voulais. J'avais juste envie, en gros. Je reparte de zéro, et quand c'est comme ça, ça peut être forcément. Voilà. C'est souvent ce que je dis à mon mari. Je lui dis, tu sais, moi, forcément, dans le burn-out, tu te poses toutes ces questions-là, et je dis, tu sais, je t'ai gardé quand même. C'est ça. Non, mais c'est une bonne nouvelle. C'est vrai que quand tu arrives à cette espèce de point de non-retour, tu as envie juste de faire un énorme reset, et pour ça, de tout effacer. Et donc voilà, du coup, il y a eu aussi des mois compliqués. Et donc c'est 3-4 mois. Et comment t'as fait du coup pour t'en sortir? Comment j'ai fait? J'ai commencé à travailler sur moi. Il fallait de toute façon que ça venait de moi, donc il fallait que je travaille là-dessus. Et puis ce qui m'a aussi entre guillemets sauvée, c'est que on a fait un grand voyage avec mon copain qui était prévu depuis longtemps. On est parti quasi 3 semaines au Japon, et ce voyage-là, ça nous a fait énormément de bien. Alors ça m'a fait énormément de bien, parce que je sortais de mon quotidien. J'étais dans un pays, j'étais limite à l'autre bout du monde, dans un pays tellement différent de ce que j'étais, de la France, culturellement, gastronomiquement. C'était une vraie coupure, c'était une vraie grosse parenthèse de 3 semaines. Et puis en plus, on était à 2, donc ça me permettait aussi de revenir à l'essentiel, de revenir à nous, de nous retrouver. Et ça a été très, très, très bénéfique. Et ce voyage a été absolument magique.
puisque voilà, le Japon est un pays absolument merveilleux. Enfin, bref, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, moi, je fais partie de la team. J'ai grandi avec le club Dorothée, donc le Japon, j'étais déjà fan. Mais le découvrir, c'était vraiment génial. Et pendant ce voyage-là, je me suis rendu compte aussi que la cuisine, la pâtisserie, la gastronomie en général avait une très très grosse place dans ma vie, et que j'ai découvert le Japon aussi bien d'un point de vue gastronomique que d'un point de vue culturel, et ça m'a beaucoup marqué au final de me faire ces réflexions-là, de me dire ouais, c'est génial. Enfin, j'ai fait plein d'expériences, mais j'ai aussi fait plein d'expériences culinaires et j'ai adoré. Ouais. Et mon copain, voilà, m'a dit, mais toi, au final, les voyages, tu ne vois que par la bouffe. Et c'est vrai, je vois beaucoup par la gastronomie, et j'adore. Enfin, c'est aussi une façon de s'échapper, aussi une façon de découvrir plein de choses, pardon, sortir de sa zone de confort. Enfin, voilà, c'était un peu la révélation du voyage. Et donc, en rentrant de ce voyage-là, je me dis, il n'y a pas moyen, je ne veux pas retomber dans mes travers. Là, je suis au bout, il faut que je change de vie professionnelle. Ouais. Je me voyais plus revivre la même chose, revivre le même quotidien, c'était plus possible. Et donc, cette idée... Je te coupe juste quand tu disais que tu avais travaillé sur toi. Du coup, concrètement, qu'est-ce que tu as fait? Parce que j'imagine que des gens qui vont nous écouter, il y a plein de personnes qui sont dans le même cas que toi à ce moment-là. Qu'est-ce que tu as pu faire, en gros, en dehors du voyage? Parce que tout le monde ne va pas partir 3 semaines au Japon. Non. Surtout en ce moment. Effectivement. Ouais. Non. Alors, j'ai lu pas mal quelques livres de développement personnel, mais c'était pas trop mon truc. J'ai surtout commencé une thérapie. D'accord. Qui m'a du coup beaucoup aidée et que je recommande parce que c'est vraiment, ça m'a été vraiment bénéfique et ça m'a permis de me libérer de plein de choses. Du coup, avec un psychiatre? Psychologue, thérapeute. Ok, ouais. Voilà. Et c'est vraiment, ça a été vraiment très très bénéfique pour moi. Ouais. Et ça m'a permis de me redécouvrir, de voir que je me connaissais pas au final, de travailler sur plein de choses que j'avais envie de travailler, et ça m'a aussi libérée de cette idée que oui, j'étais capable de faire autre chose de ma vie, j'étais capable de repartir de zéro, et qu'il est toujours temps, on a toujours le temps de recommencer, et surtout qu'au final, ce que j'avais vécu, c'était pas un échec, c'était pas à mettre à la poubelle, mais au contraire, ça allait être hyper bénéfique pour moi plus tard. C'était une super belle expérience, et ça allait me servir, et que voilà, ces moments difficiles que j'ai vécus, il y a plein de choses qui me resserviront demain et qui me permettront de mieux vivre ma vie. Donc ça m'a été d'une grande aide. Ouais, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. Enfin, moi, je sais que l'été dernier, quand j'ai acté le fait de me dire, OK, je serai plus directrice marketing, ça a été, comme je disais, je l'ai vécu comme un deuil, parce qu'en fait, à un moment, je me suis dit, c'est un peu un échec. J'ai autant bossé pour avoir ce job, et finalement, maintenant, je dis que j'en veux plus. Est-ce que je fais pas la sale gosse? Enfin, c'est... On se pose plein de questions, c'est vrai. Et puis après, la gestion de l'échec, on n'est pas préparé à gérer ça aujourd'hui. On n'est pas préparé à échouer. On doit réussir, on veut réussir, mais on n'est pas préparé à ça. Et c'est dur. C'est dur de se rendre compte qu'au final, échouer, c'est aussi bien, voire peut-être mieux que de réussir. Ouais, puis même finalement, c'est pas forcément un échec, c'est juste que c'est la vie en fait. La vie, elle est comme ça. On a le droit de changer, et c'est et même de pas changer, c'est au contraire, il faut peut-être se poser une question si les gens n'ont pas du tout envie de changer en 30 ans. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs un peu enfouis, quoi? Complètement, et c'est ça aussi que ça m'a appris, c'est qu'effectivement le changement, c'est inhérent. Il y a la seule chose dont on est vraiment sûr, c'est qu'il y a du changement. C'est ça. Et j'ai dû aussi accepter ça. J'ai dû aussi accepter le fait que j'étais en train de changer, que j'avais envie de changer, qu'il fallait que je change, et c'est pas évident quand tu as construit, ça faisait quand même 10 ans que j'avais cette petite vie, j'avais tout construit pour que ça marche comme ça, et au final, au moment où c'est censé bien marcher, non, ça marche plus, ça va pas, je suis trop étriquée dans cette jolie petite boîte que je me suis faite, donc c'était très libérateur. Mais c'était très libérateur au final, donc voilà, du coup je recommande à ceux qui effectivement peuvent pas partir 3 semaines au Japon de se faire accompagner, c'est quand même c'est quelque chose à faire. Ouais, je suis d'accord.
Donc, du coup, tu reviens du Japon. Du coup, je reviens du Japon avec cette idée donc j'avais, du coup, quelques années avant, fait germer cette petite graine dans ma tête de j'ai envie de créer un lieu de vie, j'ai envie de travailler de mes passions, de la pâtisserie, du livre. Je rentre du Japon en me disant, bon, c'est maintenant ou jamais. Parce que les choses que j'ai plus rien, il n'y a plus rien auquel je peux renoncer. J'avais acheté une maison, on avait fait les voyages essentiels qu'on voulait faire, j'avais 4 ans de plus d'expérience. C'était le moment, quoi. C'était maintenant. Et l'une des choses qui a aussi changé par rapport à 4 ans en arrière quand je m'étais posé la question, c'est que là, j'étais sûre, je voulais plus le faire toute seule. Okay. Je voulais m'associer avec quelqu'un, déjà parce que même si je passais mon CAP de jamais l'expérience de quelqu'un qui le fait depuis de nombreuses années. Et aussi parce que j'ai envie de partager cette expérience-là avec quelqu'un qui va le vivre au quotidien avec moi. C'était important pour moi que je sois pas toute seule dans cette aventure et que je puisse partager ça avec quelqu'un. Alors, bien sûr, tu peux le partager avec ton entourage, mais c'est jamais pareil. C'est pas pareil. Voilà, ils sont pas dans ton quotidien, ils savent pas ce que tu vis, ils peuvent te soutenir, ils peuvent t'épauler, ils peuvent t'aider à répondre à des problématiques, mais ils sont pas là au quotidien, vraiment dans le truc, dans le sujet. Donc, c'était important pour moi, au final, de partager ça avec quelqu'un. Et voilà, je voulais le partager. Je voulais partager avec une femme. C'était aussi hyper important. D'accord. Pourquoi une femme ? Pourquoi une femme ? J'ai envie de dire pour plein de raisons et pour pas de raisons en même temps. Pour le côté féministe, parce que j'aime l'idée de travailler avec une femme, parce que j'aime l'idée d'entraide, de sororité, d'empathie féminine. Enfin, je me sentais je me sentais beaucoup plus proche d'une femme pour pouvoir monter ce projet-là que d'un homme. Voilà, c'est pour tout ça, quoi. Je me sentais vraiment plus à l'aise de le faire avec une femme. Et puis, si elle était pâtissière, c'était encore mieux parce que, voilà, ça complétait au final, ça complétait mon profil et mon expérience avec ce qui me manquait au final au projet. C'était une vraie expérience en pâtisserie. Et là, le destin, la vie, la chance, je ne sais pas comment tu l'appelles, mais l'alignement des planètes. L'alignement des planètes, voilà. Je parle de ce projet-là à un ami. Je dis sur un. Ça, c'était quand on était donc. On est au retour du Japon, donc on est en mai 2019. Ouais. On est en mai 2019 et là, j'en parle avec un ami et je lui dis, tu connaîtrais pas une pâtissière par hasard ? Il dit, si, j'ai un ami qui est chef cuistot et sa femme est pâtissière et voilà, elle cherche à monter un projet. Bingo, génial. Donc je rencontre ce chef cuistot, je lui parle un peu du projet, il me dit, écoute, je te donne les coordonnées de ma femme, vous contactez puis vous verrez bien, quoi. Donc là, on est en juillet. Je rencontre cette personne-là, donc cette personne qui s'appelle Sergeline, et gros coup de foudre. Vraiment gros coup de foudre amical. On a les mêmes valeurs, on a les mêmes façons de penser, on a les mêmes façons de voir les choses. On a envie de faire la même chose, on a envie de ce lieu convivial, cocoon, on a envie de recevoir les gens en mode un peu familial, on partage, on veut faire des recettes simples mais authentiques, on veut utiliser des produits locaux, on a un côté éco-responsable, enfin vraiment tout match. Génial. En 1h30 de discussion, on parle du projet, on parle perso, on parle plein de trucs, mais ça match. Voilà, on parle pendant 1h30, il n'y a pas de blanc, on se marre, enfin vraiment gros coup de foudre amical. Et je me dis, je peux pas rêver mieux que de faire ce projet-là avec cette personne que je connaissais pas, parce que je venais juste de la rencontrer, mais je me dis, allons-y, quoi. Enfin, quitte à faire le projet, allons-y, quoi. Et donc, quelques jours après, je lui renvoie un message en disant, écoute, vraiment, on a matché. Je trouve que tu es vraiment une personne hyper intéressante, passionnée. C'est ce que je recherche pour le projet. Enfin, je serais ravie de pouvoir monter ce projet-là avec toi. Et elle me répond en me disant, écoute, même feedback pour moi. J'adore. Allons-y, quoi. Donc là, on est l'été. On laisse passer l'été parce qu'elle se marie en août. Donc on laisse passer l'été, puis on se revoit en septembre. Et là, on se dit, on y va, on commence. Et là, on commence à réfléchir sur le projet. On commence aussi à se faire aider par la CCI. Qui propose un accompagnement pour les créateurs d'entreprises gratuit. D'accord. Qui est hyper bien. D'ailleurs, je recommande pour les personnes qui veulent monter leur boîte. C'est hyper intéressant. Le conseiller, en tout cas, notre conseiller est hyper disponible,
hyper accessible. Enfin, vraiment, c'est top. Et ça te permet aussi d'avoir les bases, de savoir... parce qu'en fait, tu arrives sur ce projet-là, donc c'est génial, tu as envie de monter un projet, mais tu sais pas par quel bout le prendre, tu sais pas par quoi commencer, tu sais pas ce qu'il faut faire et tout. Enfin, t'as des idées, mais de pouvoir te faire aider par quelqu'un dont c'est le métier d'accompagner des entreprises, c'est vraiment génial. Alors, il y a d'autres organismes que la CCI qui font ça, mais en tout cas, nous, on l'a fait à la CCI et c'est vraiment. Donc là, vous étiez encore toutes les deux salariées? Alors moi oui, je suis salariée. Sergeline non, elle était en recherche d'un job mais en tout cas elle avait du temps libre à ce moment-là. Mais moi du coup je suis salariée donc je fais ça en plus le soir. Et t'en as parlé du coup à ton boss ou? Alors j'en ai parlé, mais j'en ai pas parlé tout de suite. Je voulais quand même que le projet ait un peu mûri, que ce soit pouvoir me projeter aussi en me disant bah voilà, si j'en parle, ça veut dire que je quitte l'entreprise. C'est concret quoi. Là, c'est concret. Et surtout, je quitte l'entreprise quand, à partir de quel moment. Fallait que le projet dans ma tête et dans la tête de Sergeline ce soit un peu plus concret. Et puis un point qui était aussi important, c'était que le projet était, la petite graine avait été plantée 4-5 ans avant dans ma tête, donc j'avais une idée de ce que je voulais et de ce que j'avais envie de faire. Mais le projet, il était à 2. Et ça, il fallait faire ce switch-là. Il fallait que Sergeline, ce soit plus mon projet auquel elle se greffe, ça devienne notre projet. Donc, il fallait aussi l'embarquer dans le sujet, répondre à ses questions, challenger le sujet et qu'elle prenne part complètement à ça, parce que je voulais pas, dans tous les cas, je voulais pas que ce soit, je voulais qu'on soit sur le même pied d'égalité. Je voulais pas que ce soit moi qui lead le sujet et elle qui suivent. C'était vraiment une association 50-50 du coup. Oui, 50-50, mais voilà, il fallait que ce soit une vraie association, en tout cas, qu'elle s'approprie complètement le sujet. Donc, il fallait travailler les deux choses, tu vois, sur cette période-là, et faire avancer le projet, et aussi que Sergeline se sente légitime sur le sujet. Donc, et du coup, ça a été quoi les premières étapes dont votre conseiller à la CCI vous a recommandé de... Alors, les premières étapes, la première chose, c'était de définir quelles étaient nos... Enfin, la première chose, c'est de faire une étude de marché. Donc, pour ça, soit tu passes par un cabinet, soit tu l'as fait toi-même. Il y a des cabinets qui peuvent le faire donc, il y en a qui sont plus ou moins chers et qui peuvent aller plus ou moins loin aussi dans l'analyse, puisque l'étude de marché, il y a des analyses qui peuvent te dire dans quelle rue de ta ville tu dois t'implanter pour que ce soit cohérent avec ta cible et tout. Mais voilà, après, ça demande un certain budget. Budget qu'on n'avait pas forcément. Donc, nous, on l'a fait nous-mêmes. Donc, c'était la première étape, au final, faire cette étude de marché pour savoir déjà comment était reçu le concept, quelle serait notre cible potentielle. Puis, ça te donne plein d'indications sur le prix moyen de tes produits, sur l'emplacement, tu peux poser énormément de questions, mais l'idée, c'est qu'effectivement, ça te définisse globalement, ça t'aide à définir si, ton concept marche, quelle va être ta cible et en gros quel budget les gens vont allouer à ça. Donc première étape. Ensuite, il fallait qu'on affine un peu tout ce qui était cible, qu'on commence à travailler sur un plan de com, parce que ce qu'il nous avait expliqué, un conseil hyper judicieux, c'est qu'effectivement faire un plan de com sur plusieurs mois, ça nous permettait, une fois qu'on serait vraiment dans le rush, dans le jus, de se dire on n'a pas besoin de réfléchir à ce sujet-là, on l'a déjà réfléchi, donc on a travaillé ça. Et après, tu travailles tout ce qui est coût. Donc là, c'est la partie la plus difficile, c'est qu'il faut que tu t'imagines dans ton local et que tu réfléchis jusqu'à combien de petites cuillères tu vas acheter, comment tu vas meubler ta cuisine, combien d'achaises tu vas acheter, combien de lampes. C'est dans la guerre des restos de Top Chef en version grandeur nature, quoi. C'est ça. Mais tu fais ça, au final, c'est que des hypothèses puisque tu n'as pas de local, tu sais pas comment il est agencé, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, parce que là, du coup, à ce moment-là, tu n'as aucune idée du local que tu auras. Non, j'ai une idée, j'ai une idée de la surface que j'aimerais avoir, mais je sais pas comment il est, je sais pas comment il est aménagé, je n'ai aucune idée. Donc il faut que tu comptes tout, absolument tout. Ça, c'est vraiment la partie, en tout cas moi qui a été la plus difficile pour moi, de se projeter autant alors que t'as rien.
T'as pas de local sur lequel mener, t'as rien, mais c'est indispensable puisque c'est une étape de ton business plan qui va permettre ensuite d'avoir un prêt à la banque qui soit à peu près cohérent par rapport à ce que tu estimes avoir besoin comme argent pour pouvoir meubler, pour pouvoir faire les travaux, etc. Donc, c'est extrêmement difficile et c'est ce qui nous a pris le plus de temps. D'accord. Mais c'est indispensable. Ouais. Voilà. Et après ça, tu peux commencer la recherche de local, ce qu'on a commencé à faire en fin d'année. Ok. Partie aussi difficile, puisqu'au final, le local, c'est ce qui est de plus important. Et en fonction des villes, ça peut être très compliqué de trouver un local en fonction de ton budget. Enfin, c'est trouver la perle rare. Enfin, j'ai acheté une maison et je pense que chercher un local, c'est 10 fois plus difficile que d'acheter une maison, en tout cas de trouver une maison, puisque dans un local, avec un local commercial, t'as moins envie de faire des concessions. Tu vas moins faire de concessions sur la surface, moins faire de concessions sur l'emplacement. Enfin, voilà, il y a des choses où t'as pas envie de faire. C'est pour ton business, quoi. Donc, c'est ça. Ouais. Donc, et puis voilà, il y a des locaux qui sont très très chers, d'autres qui ont des droits d'entrée exorbitants. Enfin, c'est compliqué. Ouais. Donc là, à date, le local, vous l'avez pas encore trouvé? Non, à date, on l'a pas encore trouvé. En fait, on avait bien avancé sur les recherches de local avant le coronavirus et le confinement. Ouais. Malheureusement, le confinement est passé par là, ce qui fait que tout est en stand-by pour tout le monde. Donc voilà, pour l'instant, on n'a pas trouvé. Alors, on est aussi chanceuse, j'ai envie de dire, dans ce contexte-là, puisqu'on n'a pas engagé de frais, on n'a pas engagé de prêt ni rien, donc on n'a pas le couteau sous la gorge pour ouvrir. Mais on sait que du coup, ça va forcément décaler le projet. Enfin, même si on a du mal à te projeter dans une ouverture, nous, on aurait aimé une ouverture 2020. On ne sait pas du tout encore comment ça va se passer parce que la reprise n'a même pas encore eu lieu. Donc, on sait qu'on va devoir être patiente. On sait que potentiellement les banques vont être plus dures sur ce type de projet puisque malheureusement, tout ce qui est restauration, c'est quand même les plus touchés aujourd'hui dans cette période de confinement. Ouais. Mais on a toujours envie de faire. C'est ce que j'allais te demander. Oui, ça n'a pas. Non, ça n'a pas changé notre motivation, notre envie. Là, on est plutôt en train de réfléchir à ce qu'on pourrait proposer sans local. Donc, c'est le challenge là de cette fin de confinement sur juillet-août, de voir ce qu'on peut proposer comme produit, comme activité ou autre sans local, pour qu'on puisse quand même faire quelque chose. Donc, voilà, rien n'est fait, mais on réfléchit à tout ça. Mais en tout cas, notre volonté, notre motivation n'a pas été altérée avec le confinement. On sait qu'on va le faire, quoi. Ouais. Et donc, à partir de quand vous avez commencé, enfin, toi, tu as commencé à en parler à la fois à ton entourage et à la fois à ton boss? Alors, mon entourage l'a su assez rapidement, puisqu'à partir du moment où, en revenant de vacances, donc au mois de mai-juin, oui, c'est ça, j'ai commencé à en parler à mon entourage. Donc, je n'ai évidemment parlé à mon copain en premier, qui est aux premières loges, qui a vécu avec moi au Japon et tout. Donc, et lui était complètement, il m'a soutenue à 100%. De toute façon, il voyait que j'allais pas bien, que de toute façon, voilà, mon job me nourrissait plus assez. En tout cas, je me sentais vraiment plus à ma place. Donc, il savait que de toute façon, il fallait que je change, il fallait que je fasse quelque chose. Et je lui avais aussi parlé de ce projet-là il y a 4-5 ans. Donc, au final, voilà. Pas le truc qui sortait de nulle part. Non, c'est ça. C'est qu'il était déjà au courant, il savait. Donc oui, pour lui, c'était logique parce que ça allait tellement m'apporter, j'allais tellement être heureuse. Rien qu'en parler, j'étais tellement heureuse que oui, c'était logique. J'en ai parlé ensuite à ma meilleure amie, à mes amis qui m'ont tous dit unanimement, mais c'est génial, enfin, c'est tellement toi que bien sûr, vas-y, quoi. Et j'ai eu beaucoup de chance, je sais pas, mais en tout cas, mon entourage a pris vraiment très, très bien l'idée de la chose. Et ça reste hyper important parce que même si effectivement, c'est mon projet, c'est moi, c'est ma motivation autre, mais l'entourage va aider aussi, va nourrir la machine, va aider à faire en sorte que tu te sentes plus rassurée, que tu te sentes à l'aise pour le faire. Tu te sens plus soutenue. Voilà. Après, moi, je sais que le projet, c'est moi qui vais devoir le faire. C'est pas quelqu'un d'autre. Personne ne va me pousser pour le faire. C'est moi qui dois le faire. Et dans ce projet-là, il y a quand même une part de foi, j'ai envie de dire, à avoir. C'est que je sais pas si ça va marcher. Je sais même pas ce que veut dire va marcher. Tu vois, le succès, l'idée du succès est différente pour tout le monde. Mais voilà, je sais pas ce que ça va devenir
et je dois avoir foi en ce projet-là, tu vois. Quand je l'explique, en tout cas quand je l'imagine, j'ai un peu l'impression, tu vois, d'être au bord d'un précipice. De l'autre côté, il y a une autre route, il n'y a pas de pont. Et le seul moyen de traverser, il faut que je saute. Donc, je peux faire plein de choses. Je peux évaluer la distance à l'œil, je peux m'entraîner et autres. Je peux revenir plus tard. Mais voilà, si je veux aller de l'autre côté, il faut que je saute. Et la seule façon de sauter, c'est d'avoir foi en le fait que je vais pas me péter la gueule, que je vais arriver de l'autre côté et que de l'autre côté, ça va être bien. Voilà, on est obligé d'avoir la foi au final en son projet. Si on veut que ça marche, ça peut pas venir des autres. C'est vraiment important. Même si les autres sont ce petit moteur qui vont t'aider, qui vont potentiellement te donner des ailes pour pouvoir aller un peu plus loin. Mais c'est pas eux qui vont faire le job et ça, c'est hyper important. Ouais, c'est clair. C'est important de le savoir. Ouais. Donc, voilà. Donc, du coup, mon entourage le reçoit plutôt bien. Ouais. Donc, le projet avance et je décide d'en parler à mes boss. Donc, je décide de leur en parler assez rapidement parce que je veux que les choses soient entre guillemets bien faites. C'est qu'ils m'ont fait confiance pendant 3 ans. Ils m'ont donné carte blanche sur ce que je voulais faire et je voulais pas, entre guillemets, partir comme une voleuse. C'est-à-dire que je voulais pas arriver et dire, bon, bah voilà... j'ai un projet et je m'en vais dans un mois, merci, bonsoir. Je voulais que ce soit bien fait, progressif, réglo, qu'ils aient le temps de se faire à l'idée. Moi, j'avais une idée de timing plus ou moins dans ma tête, mais je voulais leur laisser le temps de réfléchir à tout ça. Et donc, je décide de leur en parler au mois de fin octobre, début novembre. Et là, étape très, très difficile. Ouais, j'imagine. Surtout qu'il y a de l'affect parce que bon, t'es arrivé, c'était le début de la boîte. Mais il y a t'es membre du COMEX. Il y a beaucoup d'affect. On a vécu plein de choses. Enfin, c'était très intense et j'ai l'impression de rompre une relation amoureuse. Tu vois, c'est vraiment difficile. Et donc je commence à semer mes petites miennes en disant il faudrait qu'on arrive à se voir parce que après voilà, avec mon boss c'était toujours un peu compliqué d'arriver à trouver un moment entre nos 2 emplois du temps, à trouver un moment de se voir. Donc je voulais pas le faire par téléphone. Enfin voilà, vraiment je trouvais pas ça très très propre. Hein. Fallait extrêmement courageux. Et puis t'avais besoin, j'imagine, de demander une rupture co aussi. Alors oui, effectivement, c'était une partie qui était importante pour que le projet vive, c'était qu'il fallait effectivement que je puisse partir avec une rupture co pour que je puisse effectivement bénéficier du chômage et avoir le temps de monter ce projet-là. Donc c'était un élément hyper aussi important de cette annonce. Donc ça faisait beaucoup, tu vois, fallait que j'annonce, fallait que je demande, enfin voilà, c'était beaucoup, donc je voulais pas le faire par téléphone. J'avais commencé à dire effectivement que voilà, il fallait qu'on parle, j'avais quelque chose à dire, donc j'avais commencé à placer mes billes, donc je fais l'annonce qui se fait dans un cadre, je pense que on n'aurait pas pu trouver pire, on n'arrivait pas à se voir. Avec mon boss, et on partait en rendez-vous ensemble et du coup il me dit parlons-en dans le train. Un train, ok. Voilà. On se retrouve dans le wagon restaurant-bar bondé avec plein de monde. On savait tous les deux que j'avais une annonce à faire, donc on commence à discuter sujet pro, sujet perso. Enfin, en plus, il n'avait pas passé une bonne semaine. Enfin, vraiment, Fais-nous le poisson au milieu de. Je n'aurais pas pu rêver pire pour annoncer le sujet. Donc voilà. Donc voilà, je me lance à un moment donné en disant écoute, je t'ai prévenu, j'ai quelque chose à dire, je lui explique que j'ai un projet et que je vais devoir quitter la boîte et ouais, mais là sur le coup je suis tellement mal d'annoncer un truc pareil et sa réaction a été vraiment très cool. Très très cool parce que même si effectivement elle était surpris et peut-être un peu déçu que je parte, mais tellement content que je parte pour me lancer et que j'ai envie de faire quelque chose moi-même et que j'ai envie de devenir aussi entrepreneuse. Et ça, vraiment, il a eu une réaction géniale. Sachant que ton boss, c'était le CEO. Enfin, le boss à qui tu parlais, c'était le CEO. C'était le CEO, ouais. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait le CEO. Donc ouais, c'est juste génial, puisque hyper compréhensif, parce qu'il comprenait, parce que c'était l'entrepreneuriat et que c'était ce qu'il était en train de vivre. Et génial, voilà, génial. Et donc, rupture co acceptée, sans discuter ni rien. Et après, voilà, un point qui était important, c'était que je voulais rester le temps dont ils avaient besoin. C'est-à-dire que je l'ai annoncé en novembre. Je suis partie fin mars.
Ouais. Donc ça fait quand même 5 mois. Donc je voulais pas partir du jour au lendemain. Je voulais pas mettre en péril l'équipe, l'équipe. Et je voulais que les choses soient bien faites. Donc j'avais pas de timing précis, si ce n'est qu'effectivement, maintenant que je l'avais annoncé, il fallait pas non plus que ça dure un an, quoi. Là, ça a duré 5 mois, c'était déjà bien. Tu l'as annoncé à partir de quand, du coup, à ton équipe, à toi? Je l'ai annoncé au mois de décembre. Je voulais pas l'annoncer tout de suite parce que je voulais quand même qu'il y ait une date de départ pour que les gens puissent se projeter un minimum. Parce que je trouvais pas ça. Je trouve c'est toujours un peu. Enfin, c'est des nouvelles qui sont toujours un peu difficiles et quand il y a pas de date et autres, ça peut c'est bizarre. gérer des questions, des frustrations et autres. Donc je préférais garder la nouvelle pour moi et l'annoncer une fois que j'aurai une date. Donc j'en ai parlé en décembre avec comme date fin mars, sans que j'ai le jour précis, mais en tout cas fin mars. Et voilà, du coup, l'équipe a bien pris la chose aussi. Certains étaient surpris, d'autres moins, puisqu'ils savaient, ils m'entendaient parler, ils savaient que j'avais envie de faire autre chose ou pas. Enfin, mais ils étaient tous aussi ravis je fasse ce projet-là et que ça me ressemble. Donc super chouette. C'est bien passé. Ouais. C'est bien passé. Et après, il a fallu faire l'annonce aux parents. J'ai gardé ça pour la fin. Ouais. C'est marrant, c'est un truc de fou de voir le rapport aux parents. J'ai eu la chance de pouvoir interviewer Caroline Abadi qui est députée. Ouais. Et Caroline, elle a eu un peu 3 vies parce qu'elle a été dans le digital. Ouais. Ensuite, elle a ouvert une chambre d'hôte avec son mari. Et un jour, elle écoute les infos et elle se dit, en fait, je le fais en bref, mais elle se dit, en fait, pourquoi pas moi, députée, quoi, au moment avant que Emmanuel Macron soit élu. Et son père, il a limite fait une syncope parce qu'il n'était pas du tout pour Emmanuel Macron. Enfin, et c'est fou, en fait. Tu te dis, c'est assez hallucinant quand même de voir l'importance qu'on a de le regard de nos parents. Enfin, c'est important. C'est pour ça que j'ai gardé ça pour la fin parce que j'étais terrorisée à l'idée de l'annoncer à mes parents. Plus de l'annoncer à ton boss ou à tes parents alors du coup? Plus de l'annoncer à mes parents. Mon boss, de toute façon, je savais qu'il fallait le faire. Enfin voilà, j'avais pas le choix. Mes parents, je pouvais encore à la limite leur cacher jusqu'au bout, mais bon. Mais il fallait que je le fasse. Enfin voilà, il fallait que je le dise et j'étais assez terrorisée parce que j'avais peur qu'ils soient déçus, j'avais peur qu'ils comprennent pas mon choix parce que pour eux, j'avais réuni entre guillemets toute la checklist de la réussite. J'avais un job, j'avais une bonne situation, j'ai une maison, j'avais de quoi être heureuse, tu vois. Pourquoi est-ce que j'allais casser tout ça pour faire autre chose, partir sur un projet qui est sûr de rien. Enfin voilà, j'avais quand même assez peur qu'ils comprennent pas mes choix et qu'ils soient déçus. Et au final, c'est moi qui étais surprise parce que la nouvelle est très bien passée. La nouvelle est très bien passée. Mon père m'a dit, alors je me souviens plus de ses mots exacts, mais en gros, ça voulait dire, écoute, t'es une grande fille, t'es une adulte, on t'a bien élevée, on a confiance en tes choix. Si t'as envie de le faire, fais-le. Enfin, voilà, t'as l'âge. Fais-toi plaisir, quoi. Ma mère, elle est un peu plus sur la retenue parce que ma mère s'inquiète toujours de ce que ses enfants vont bien pouvoir devenir. Donc voilà, je sais que ma mère s'inquiète un petit peu plus, qu'elle c'est un peu plus terre à terre en se disant mais voilà, comment ça va se passer, qu'est-ce que tu vas faire, mais elle est aussi ravie pour moi et mes parents m'ont jamais imposé de choix de carrière ou autre. J'ai toujours fait mes choix moi et voilà, ils m'ont prouvé aussi encore une fois cette fois-là que oui, je faisais ce que je veux, que j'étais une adulte responsable et en tout cas qu'ils avaient confiance en moi et c'était un point hyper important aussi pour moi de dire que voilà que pour le sauter dans le vide. Voilà, mes parents ont confiance et que du coup je peux y aller, je peux sauter et j'ai quand même beaucoup de chance de retomber de l'autre côté. Donc voilà, c'était le soulagement et ça s'est bien passé. Donc j'ai eu plutôt de la chance. Et tu leur as avoué, entre guillemets, que c'était un projet que tu avais eu il y a 5 ans, mais que tu n'avais pas osé y aller à ce moment-là? Alors, je leur en avais déjà parlé un petit peu à l'époque. J'avais commencé un peu à tâter le terrain, à glisser 2-3 trucs. Ce qui fait qu'effectivement, quand je leur en ai reparlé là, je crois que c'est ma mère qui m'a dit qu'effectivement, j'avais eu l'idée il y a quelques années. Donc ouais, enfin voilà, on n'en a pas plus reparlé que ça, mais oui, ils savaient déjà qu'il y avait un truc qui me trottait dans la tête et que de toute façon, j'étais faite pour vivre au milieu de livres et qu'à un moment donné, ça allait forcément se passer comme ça. Trop bien. Voilà.
Donc là, tu as quitté la boîte donc fin mars. Voilà, donc là, j'ai quitté Ouais. la boîte fin mars. Bon, le confinement est passé par là, donc pour l'instant, Ouais. le projet est un petit peu en stand-by. Enfin, en stand-by dans le sens où on n'avance pas sur de recherche de local et autres, comme j'ai pu te le dire. On ne sait pas encore trop pour l'instant ce que l'avenir va nous réserver, mais ce qu'on sait, c'est qu'on est toujours motivé pour lancer ce projet-là, qu'on a toujours envie de le faire et qu'on le fera. Voilà, après le temps nous dira quand, mais voilà, on a toujours envie de le faire. Et donc là, vous avez commencé déjà à créer un peu une communauté sur les réseaux sociaux? Oui, ouais, tout à fait. En fait, on avait envie de lancer un peu de com sur les réseaux sociaux pour essayer de se faire une petite communauté avant de lancer et puis pour aussi assurer l'ouverture et autres. Donc, on continue à communiquer sur les réseaux. On parle principalement livres, on parle pâtisserie, on parle un peu du projet, on parle un peu de nous. Voilà, pour donner Donc, c'est sur Facebook et Insta? Ouais, Facebook et Insta, tout à fait. Donc, c'est quoi? C'est les authentiques? Oui, ça s'appelle Les Authentiques. Lille. Je vous mettrai les liens sur le site si vous avez envie d'aller voir. C'est gentil. Mais ouais, voilà, du coup, on fait quand même, enfin, voilà, je fais des choses que j'aime puisque je lis, je parle de mes lectures, je donne mon avis. Donc, on est quand même dans le projet, on continue quand même à faire des choses, même si c'est pas rechercher un local. Ouais. Et du coup, comment vous dispatchez l'émission avec Sergeline et toi? Alors, Sergeline, elle est responsable de tout ce qui est autour de la cuisine, donc que ce soit les fournisseurs à trouver, parce qu'on veut on veut travailler avec des fournisseurs locaux, donc avec des agriculteurs locaux. C'est hyper important pour nous. Donc, elle s'occupe vraiment de choisir quelle sera la carte, de choisir ses produits, de s'occuper de la cuisine. Dans le business plan, c'est elle qui a fait toutes les recherches sur comment est-ce qu'on aménage une cuisine, qu'est-ce qu'on doit acheter, etc. Enfin, tout ça, c'est elle qui gère. Moi, je m'occupe de toute la partie livre. Et après sur la gestion même du salon, on verra quand on sera lancé, mais toute la partie service on la fera à deux. Potentiellement la partie pâtisserie ce sera elle qui va la faire et moi en coup de pouce, et après tout ce qui est comme sur les réseaux sociaux, c'est nous deux, enfin ça dépend. Moi j'aime bien écrire des articles, elle aime bien faire des stories, on se complète plutôt bien. Voilà, pour l'instant c'est fluide. Et puis mon expérience aussi en tant que chef de projet me permet aussi d'arriver à cadrer un projet, d'arriver à définir les grandes étapes, ce qu'il faut faire avant pour y arriver, etc. Donc voilà, je m'occupe aussi un peu toute la partie organisation, mettre les jalons, etc. D'accord. Et donc là, le lieu, ça sera donc un café, un salon de thé? Ça sera un salon de thé librairie, oui. Alors librairie d'occasion, parce côté éco-responsable, on ne vendra que des livres d'occasion, des livres qu'on nous donne, des livres qu'on achète. Voilà, et l'idée que ça sera sur l'île, dans le centre de l'île, puisque on est toutes les deux amoureuses de cette ville, donc on va y rester. Et voilà, et du coup, on a pour ambition de vraiment créer un lieu de vie autour de la pâtisserie, autour des livres, quelque chose. Ça sera que du coup de la pâtisserie ou il pourrait y avoir du salé? Non, il y aura aussi un peu de salé pour le midi. Alors après, ce sera pas de la haute restauration. Ce sera, on vise des sandwichs, des salades, des soupes, toujours dans cette idée de faire des quiches, toujours dans cette idée de faire des choses de saison avec des produits locaux, bio. Alors, en essayant de respecter un maximum les régimes gluten-free, vegan et autres. Donc, il y aura effectivement un peu de restauration salée le midi. Et voilà, après, on a plein d'idées pour développer le projet. Donc, on aimerait faire des cours de pâtisserie, on aimerait faire des clubs de lecture, on aimerait organiser des goûters d'anniversaire. Enfin, on a plein d'idées. Plein d'idées, Voilà. La première année, on se concentrera sur le cœur du business, donc vendre des livres et faire des gâteaux et vendre du salé. Mais voilà, on a déjà plein d'idées pour développer le business. Trop bien. Voilà. Si la petite Aline de 6 ans te voyait, tu penses qu'elle dirait? Eh ben, je pense qu'elle dirait: ça y est, tu fais quelque chose de ta passion et c'est bien. Parce que tu as loupé le coche il y a quelques années, tu n'as pas travaillé dans une maison d'édition, mais voilà, tu es retombée sur tes pattes et tu feras quand même quelque chose avec ces livres que tu aimes depuis tellement d'années. Donc, je pense qu'elle serait contente.
Et tu nous disais tout à l'heure que tu avais fait, tu n'avais justement pas voulu passer le cap parce qu'il y avait trop de renoncements. Oui. Aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression de renoncer à certaines choses? Bizarrement, non. En fait, aujourd'hui, j'ai pas l'impression de renoncer et c'est plutôt l'inverse. Disons que j'ai eu l'impression d'avoir renoncé toutes ces années-là à un projet qui me rendait heureuse et aujourd'hui, j'accepte de faire ce projet. Et voilà, comme j'ai pu te le dire, on a fait les voyages qu'on avait envie de faire, on a acheté la maison, c'était les gros projets qu'on avait. Ouais. Aujourd'hui, on n'a pas d'enfants et on n'a pas spécialement envie d'avoir d'enfants, donc c'est pas quelque chose qui me bloque non plus pour le projet. Ouais. Donc non, je suis arrivée à un stade où je renonce à rien en faisant ce projet-là. C'est encore mieux, c'est que j'accepte d'être heureuse dans ce projet et que j'accepte que ce projet m'apporte vraiment beaucoup, beaucoup de joie. Donc c'est encore mieux. Bon, normalement, ça se fait pas, on ne demande pas aux femmes leur âge, mais t'as quel âge? Tu peux me demander. J'ai 32 ans. T'as 32 ans. Ouais, c'est génial. Voilà. Si tu croises des personnes là aujourd'hui, donc tu leur dis j'ai quitté mon job, je vais lancer mon projet, j'ai fait une rupture co, qui te disent tu as de la chance, qu'est-ce que tu as envie de leur répondre? J'ai envie de leur répondre que j'ai de la chance, oui et non, parce qu'au final, la décision, elle peut venir que de soi. C'est nous qui prenons la décision de faire ce qu'on a envie de faire dans la vie. C'est moi qui ai pris la décision de vivre ce projet-là qui allait me rendre heureuse. Donc, j'ai de la chance, oui, sur certains points, parce que j'ai pu avoir effectivement cette rupture co qui était essentielle pour mon projet, mais cette démarche, c'est moi qui l'ai fait et je l'ai fait toute seule. Donc, il n'y a pas vraiment de facteur chance au final dans cette décision. J'ai pris la décision moi-même et ça, c'est hyper important. C'est que il faut pas qu'on attende que les autres prennent la décision pour nous. Quand on a cette petite voix qui nous parle, c'est pas quelqu'un qui va la personnifier et qui va nous aider, qui va nous prendre par la main, qui va nous trouver le local, nous aménager le local. Enfin, en tout cas, je parle pour moi, mais pour un autre projet, il y a personne d'autre que soi. Qui pourront faire ce travail-là. Donc chance, oui, mais pas que, parce que c'est quand même 90% moi qui ai pris cette décision. Ouais. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui? Aujourd'hui, donc, nous sommes le 4 mai 2020. Nous sommes le 4 mai. Je suis assez fière d'avoir pris cette décision, d'avoir décidé de sauter le pas, d'être en train de sauter le pas. Parce que ça m'apporte beaucoup de choses hyper positives. Je suis aussi très fière de pouvoir partager aujourd'hui mon sentiment sur ce que je vis, que tu m'aies proposé effectivement de témoigner. Je suis très fière de ça. C'est la première fois que je le fais. Donc, je suis honorée d'être la première. Écoute, je suis honorée que tu m'aies demandé. Mais ouais, c'est pas rien de sauter le pas. Je pense qu'il faut pas croire que ça se fait en claquant des doigts, que ça se fait du jour au lendemain. Il y a un vrai travail personnel à faire. Il y a un vrai chemin à faire, donc c'est pas rien. Et ça se fait pas en 2 semaines, quoi. Donc je suis assez fière d'avoir fait ce chemin-là et de voir qu'il y a encore plein de choses qui m'attendent. C'est génial. C'est quoi du coup tes rêves? Mes rêves, là, je suis en train d'en réaliser un, puisque je travaille sur ce projet de salon de thé-librairie d'occasion. Donc ça, c'est le rêve numéro 1 qui va répondre aussi à mon rêve d'enfant numéro 2, qui est d'avoir une bibliothèque absolument énorme. Parce que je suis très fan j'ai été élevée à côté de Disney et la première fois j'ai vu La Belle et la Bête et je suis arrivée dans cette énorme bibliothèque, je me suis dit je veux cette bibliothèque, je l'aurai et je vais réaliser ce deuxième rêve-là en l'ayant. Mais voilà, globalement c'est aujourd'hui mes rêves, c'est ça, c'est de pouvoir réaliser ce que j'avais envie quand j'étais gamine et je suis en train de toucher du doigt ça, donc c'est génial. Trop bien. Qu'est-ce qui fera selon toi que tu as réussi dans ce projet? Bonne question. Qu'est-ce qui fera que j'aurais réussi? Je dirais. Enfin, après, tout dépend de ce que tu définis par réussir au final. C'est pour toi. C'est parce que réussir, en effet, ce qu'on disait, le mot réussir, c'est quoi le bonheur? Ça, pour chacun, ça peut être une chose différente. Mais pour toi, Aline, c'est quoi ça serait quoi? Tu dirais, si on te dit, est-ce que vous avez réussi? Tu diras, oui, j'ai réussi parce que. Alors, j'ai réussi parce que je vis de ma passion.
et que j'aurai ce lieu de vie qui va me permettre de vivre financièrement de quelque chose de passionnel, de pouvoir vendre des livres, de pouvoir vendre des gâteaux. Ça, c'est quelque chose vraiment passionnel. Et si j'arrive à vivre de ça, j'aurais réussi. Ouais, trop bien. Ouais. Et est-ce qu'on peut te souhaiter autre chose en plus que ça? Vous pouvez me souhaiter d'ouvrir un deuxième café quand celui-là aura marché. Ouais. Mais ouais, non, pour l'instant, en tout cas, me souhaiter déjà que j'arrive à atteindre ce rêve et cet objectif, ce serait déjà bien. Génial. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? À qui j'ai envie de dire merci? J'ai envie de dire merci à mon entourage de me soutenir parce que je l'ai dit plusieurs fois, mais pour moi, c'est un point vraiment important, c'est que cette démarche, je la fais moi, mais si mon entourage n'était pas là, si mon entourage n'était pas convaincu que c'était la bonne chose pour moi, ce serait hyper difficile d'avancer. Et je suis vraiment... les gens qui vont contre l'avis de leur entourage, je les trouve tellement courageux, tellement plus courageux que moi, puisque c'est dur, c'est vraiment très dur. C'est que, voilà, là j'en parle parce que je suis ravie de faire ça, mais je sais qu'il va y avoir des embûches, qu'il va y avoir des choses à revoir, ne serait-ce que là, le confinement décale le projet. Et si j'étais pas moi convaincue et si mon entourage n'était pas convaincu, ça serait d'autant plus difficile de le faire. Donc, remercier mon entourage, remercier mes parents de croire en moi, c'est hyper important et c'est ce qui va vraiment m'aider dans ce projet-là. C'est ce qui va me nourrir aussi tous les jours et surtout les jours où ce sera des jours sans parce qu'il y aura des jours sans et c'est la vie. Ça, c'est hyper important pour moi. C'est sûr. Et voilà. Par rapport au financement, c'est une question que je t'ai pas posée. Vous attendez du coup d'avoir le local pour aller demander un prêt? Oui, tout à fait. En fait, le local va nous permettre de finir le business plan, puisque dans le business plan, donc on fait tout un tas d'hypothèses, mais c'est le local qui va vraiment pouvoir nous donner le montant du loyer, le montant des travaux. Donc tout ça, on va avoir besoin du local pour pas être complètement dans les choux avec le business plan. Donc oui, on attend effectivement cette partie-là. D'accord. Bon, on croise les doigts, pieds, tout ça pour que vous arriviez à trouver un beau local. Merci, c'est gentil. On a hâte de suivre ça. Du coup, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve dans 3 mois. Avec plaisir. Pour voir où tu en es. Et puis, en espérant que ça va pouvoir... Enfin, déjà qu'on va pouvoir être déconfiné pour la France entière et pour le monde entier. Et puis aussi qu'il faut puissiez trouver un beau local. Complètement. Écoute, je serais ravie de rediscuter d'ici 3 mois. Super. Merci beaucoup, Aline. Merci beaucoup, Charlotte. À très vite. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Pour retrouver les actus d'Aline, je vous invite à me suivre sur Instagram, pourquoipasmoi.co ou également sur LinkedIn, Charlotte Desrosiers Natral. Je vous dis à jeudi prochain.